messieurs, si nous commençons cette cérémonie qui est pour moi une des plus émouvantes dans toutes les cérémonies, qui est cette Askara. Et ce qui m'émeut tout particulièrement, et je dirais, est-ce que on ne peut pas dire que ça me ravit, mais ça me fait chaud au cœur qu'on soit toujours aussi nombreux et que vous êtes tous ici aussi nombreux à rappeler le souvenir de toutes les personnes qui ont été déportées. Alors, je dois saluer Madame la ministre du Travail, Astrid Palacian, qui est ici. Je vous remercie d'être venu. C'est un grand encouragement de vous voir ici. Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Monsieur le président de la Fondation de la mémoire de la Shoah, et je ne sais pas s'il est déjà arrivé ou pas, mais il était annoncé. Il y a le président de la BNF qui devait être présent, donc il n'est visiblement pas là, et mais s'il arrive... Il y a l'ambassadeur de Slovaquie. Quoi? Il y a l'ambassadeur de Slovaquie. L'ambassadeur de Slovaquie. Alors, pardon, je n'ai pas pu vous serrer la main déjà à votre arrivée, mais merci également, merci beaucoup d'être ici. Je vais passer la parole. Chaque année, c'est toujours un moment très important. C'est la personne que l'on choisit pour faire la présentation de ses impressions personnelles et de la façon dont il a vécu, et pour la plupart qui ont survécu à la déportation. Cette fois-ci, c'est M. Robert Bobert qui va vous parler. Il va vous raconter sûrement de façon beaucoup plus précise que moi je dirais, comme toujours, le miracle qu'il a fait, qu'il a lui-même, et beaucoup de sa famille ont réussi à survivre à la déportation. Et c'est toujours des moments particulièrement émouvants de pouvoir faire ça. Donc, je lui passe la parole, Monsieur Robert Gobert. Venez, bien mieux que moi, vous allez raconter ce moment dramatique de votre vie pour vous et pour votre famille. Donc, En juillet 1945, je me suis retrouvé avec plus d'une centaine d'autres enfants en Andrésie, orphelins de Paris, au manoir de Douval. Nous avons tous en commun d'avoir été des enfants cachés. Ce furent des vacances inoubliables. Je change de lunettes, excusez-moi. Le temps n'a pas effacé ces moments de ma mémoire. Au milieu des années 80, soit 40 ans après, j'ai écrit un livre, Chronologue sur la guerre, dont les premières pages sont écrites de cette colonie de vacances par un garçon de 13 ans, Raphaël. Chère maman, cher papa, je me suis fait plein de nouveaux camarades
Il y en a un surtout avec qui je m'entends bien et qui s'appelle Georges. Il a une manie de féministe de film. Dans une autre lettre, il écrit « Cher maman, cher papa, aujourd'hui c'est jour de courrier. Il est arrivé une autre histoire et je ne sais pas bien comment la raconter. Georges, qui est à côté de moi et qui profite de l'heure du courrier pour refaire sa liste de films parce qu'il n'a pas à qui écrire, m'a dit qu'il fallait tout noter pour s'en souvenir et le raconter plus tard. Et dans la dernière lettre avant le retour à Paris, cher maman, cher papa, on a appris que beaucoup d'enfants allaient rester au manoir après les vacances. Ce sont tous ceux dont les parents ne sont pas encore rentrés des camps. À Georges, qui reste aussi, j'ai dit que c'était bien que ceux qui restaient allaient se sentir encore en vacances. Mais il ne savait pas très bien. Peut-être que c'est un moment de revenir bientôt. Je lui ai promis de lui écrire. Si le jour de courrier est maintenu, il aura à qui écrire maintenant. Moi, j'étais comme Raphaël, ce garçon de cette colonie de vacances, puisque j'avais une mère et un père à qui je pouvais écrire. Je leur écrivais que je mangeais bien, que je m'amusais bien, que nous apprenions des chansons. Aussi, j'ai été surpris lorsque Éric de Rothschild, dans une lettre amicale, me faisait l'honneur de me confier à prendre la parole pour cette cérémonie de la Ascara. Il me semblait que d'autres, plus que moi, en étaient légitimes. Alors je pensais à toutes ces années passées dans ces colonies de vacances de la Commission centrale de l'enfance, à toutes ces années pour lesquelles j'ai toujours des élans de tendresse. Pourquoi sont-elles si présentes dans ce que j'écris? Comme de livre en livre, sont présents les enfants de ces colonies de vacances dont j'étais le moniteur. Ces enfants, en particulier, ceux dont les parents avaient été déportés et auprès desquels j'ai tant appris et pour qui j'ai tenu à écrire plus tard que ma présence parmi eux était peut-être plus importante pour moi que pour eux. C'est grâce à eux, à ce que j'avais appris avec eux, par eux, que j'ai pu m'occuper des enfants dans le film 400 coups de François Truffaut, puis est devenu son assistant. Après, devenu cinéaste, bien qu'aimant beaucoup les films de fiction en tant que spectateur, c'est par les films documentaires que j'ai été attiré. Avec eux, quelque chose allait se mettre en route. Singulièrement, c'est en lisant les récits infantilistes de Martin Buber que j'ai compris pourquoi je voulais faire des documentaires. Pour la relation. Pas seulement ce qu'on voit là d'un événement, mais aussi et surtout, dans le cadre des films documentaires, ce qui se passe entre ceux qui filment et ceux qui sont filmés. La relation est essentielle, car elle permet seul ce mouvement réciproque fait de dialogue, de regard, de silence, un dialogue fait de mémoire. Dans deux études, également de Martin Buber, et dont la lecture a été déterminante, j'avais souligné cette phrase. On se regarde, chacun attendant que l'autre s'offre à faire ce que les deux souhaitent. Je l'ai dit en commençant, Georges, ce garçon qui n'avait pas à qui écrire, avait dit à son copain Raphaël qu'il fallait tout noter pour s'en souvenir et le raconter plus tard. C'est devenu cinéaste que j'ai tenté de faire, ce que j'ai tenté de faire dans un film que j'ai appelé La Génération d'après. C'est en 1970 que j'ai eu comme projet de réaliser ce film dans le cadre d'une série qui s'appelait Les femmes aussi et que produisait Elia Victor. Je suis allé la voir pour lui parler de ce projet. Je lui ai parlé d'une maman Brésil. Je lui ai dit qui étaient ses enfants, capables d'être cachés par des voisins ou des paysans à la libération de nuit. Ils ont été recueillis dans ces maisons d'enfants où des éducateurs étaient soucieux de préparer une vie normale à ces enfants à qui on avait retiré la première possibilité d'amour. Ces enfants dont les plus petits ne se souvenaient pas d'avoir dit les mots maman et papa.
j'ai dit à Hélène Victor que ses enfants étaient devenus adultes. Et je me demandais comment ils étaient devenus adultes. Comment fait-on pour devenir père et mère alors que les modèles ont depuis si longtemps disparu? Hélène Victor m'a écouté et elle a accepté mon projet. Elle m'a seulement rappelé que l'émission s'appelait Les femmes aussi. Alors, au titre La génération d'après, j'ai ajouté 5 femmes élevées dans les foyers de la Commission centrale de l'enfance, aujourd'hui mères de famille, racontent. J'ai commencé tout à l'heure en parlant de mes hésitations, de ma surprise d'avoir été invité à prononcer une allocution. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour qu'on entende ces 5 femmes. C'est à elles, à tous ces enfants que j'ai connus dans ces colonies de vacances, que je dois être là. Ce sont ces enfants dont je veux qu'on se souvienne et que nous allons écouter. Les écouter comme on écoute le monde de vie que l'on ne peut pas laisser derrière soi. Le film fait 1 heure. J'en ai choisi quelques extraits. À Liliane, j'avais demandé si le fait de leur employer de modèle avait joué dans son désir d'avoir des enfants. Pour désirer, je ne sais pas, m'a répondu Liliane. Mais pour l'élever, je crois que c'est un handicap. L'école bancaire est pratiquement nulle. Mais je crois qu'instinctivement, j'ai apporté à ma fille ce qu'il fallait apporter. Il y avait beaucoup de choses que je croyais ne pas savoir bien faire, parce que je ne savais pas si c'était comme ça que ça faisait. En fin d'entretien, je lui ai demandé si ses problèmes, elle pensa parler à sa fille. Oui, m'a-t-elle répondu, je pense lui en parler. Je ne sais pas encore comment lui en parler, mais je pense lui en parler. Je trouve que c'est nécessaire qu'elle sache ce que sont devenus ses grands-parents. C'est un problème qui nous touche toujours et qui nous touchera toujours. Je vais poser la même question à Simone. Les motivations pour lesquelles je leur en parlerai, m'a-t-elle dit, sont très mélangées. D'abord, je leur en parlerai parce que je veux qu'ils sachent. Ils sont nés en France et j'ai l'impression qu'ils sont un peu différents des autres enfants du même âge parce qu'ils sont marqués par tout ce que je peux faire inconsciemment. Quand on a des enfants, ce n'est pas facile de jouer au papa et à la maman. Il faut tout réinventer. Il a fallu deviner. Mais je crois qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui avons du mal à sortir de l'enfance. C'est pour ça qu'on se raccroche toujours aux images qu'on a reçues et qui sont imprimées. Quelquefois, quand je m'occupe des filles, tout à coup j'ai l'impression que moi, je suis la petite fille. C'est très fugitif. Et puis que moi, je suis ma mère. J'ai l'impression de faire, de retrouver les mêmes gestes. Il y a des trucs bêtes, par exemple aux douches. On n'avait pas de douche à la maison. Et on allait dans un établissement de douche. Et j'allais avec ma mère. Et c'est une des images qui me sont restées. Maman avait une façon de s'essuyer le dos avec une serviette que je refais. C'est idiot à dire comme ça, mais il faut bien s'identifier à quelque chose. Et puis il y a eu Janine au cours des entretiens. Janine qui a raconté qu'elle avait été en février 1962 à la manifestation anti-OAS. C'est en rentrant chez elle qu'elle a appris par la télévision qu'il y avait eu 8 morts à cette manifestation. Elle a été terrifiée à l'idée qu'elle aurait pu mettre au nombre de ces morts et laisser son enfant orphelin, comme elle l'avait été puisque ses parents avaient été déportés. Et c'est en pouvant à peine recueillir sa larme qu'elle m'a dit qu'elle ne pourrait plus aller manifester. Après, elle m'a encore dit, c'est à la naissance de mon fils que j'ai eu le sentiment de savoir ce que c'était réellement une famille. À sa naissance, mes beaux-parents nous ont pas mal aidés. Et j'ai demandé à ma belle-mère quand est-ce que je pourrais lui rendre, parce qu'elle m'avait beaucoup donné. Et elle m'a dit, tu ne rendras pas. Tu rendras mes petits enfants. Et ça m'a permis de me resituer dans une lignée. Ces entretiens, je les ai eus également avec Bernadette et Nadia. Avec Bernadette, nous sommes allés dans le parc du Manoir, dont elle m'a parlé avec nostalgie, pendant que son fils courait devant nous, entre les arbres et les bosquets. Nadia a beaucoup parlé de son engagement dans la vie publique. Sa mère a été déportée. Son père, le docteur Maurice Ténine,
a été fusillé le 22 octobre 1941 à Châteaubriand. Ce film, La génération d'après, je l'ai dédié à Marcel de Rambus. Et c'est pour lui que j'ai écrit les derniers mots. Il était arrivé en Andrézy en 1945 en même temps que les autres. Il avait 6 ans. Il ne voulait pas rentrer dans cette maison trop grande pour lui. Cette maison qui ne lui rappelait en rien celle de sa première enfance. Il y disait que dans un verre plus volontiers, Marcel était de cela. Et toute l'affection dont il était entouré ne l'avait pas empêché d'être seul. Un jour, de devant 1963, il avait à se tuer dans le camp d'Andrézy. Il avait 24 ans. Je ne sais pas si on peut expliquer une mort. Sans doute faut-il mieux se taire. Pourtant, cette mort, depuis que je la connais, je ne peux plus l'oublier. Et c'est peut-être parce que Marcel n'est pas mort le 26 novembre 1963, mais que déjà il avait été tué avec ses parents il y a un peu plus de 25 ans. Je crois qu'on ne peut rien bâtir sans rencontre. Et ce fut mon cas. Il faut une vie pour en prendre pleinement conscience. Ça a commencé avec la lecture de Je et qui de Martin Buber. C'est là que j'ai lu cette phrase qui dit tout. Il dirait ce qu'il est avant de dire ce que par la rencontre il est devenu. C'est de quelques-unes de ces rencontres avec qui j'ai partagé des moments de vie dont je voudrais vous parler. J'habitais au centre de Boutocal, au-dessus d'une boutique où mon père fabriquait et réparait des chaussures. Au 7 de la même rue habitait un garçon dont les parents tenaient une épicerie. Nous allions dans la même école et nous étions dans la même classe. Il s'appelait Henri Beck. Un jour, ses parents et les miens avaient dû mettre dans leur vitrine une affiche portant la mention « Entreprise juive » en français et en allemand, lui de ce chef. Le lundi matin, 8 juin 1942, Beck m'avait attendu devant l'épicerie. Beck l'avait attendu devant l'épicerie de ses parents pour aller à l'école. Nous avions tous les deux cousu sur le côté gauche de la veste l'étoile jaune dont le corps était obligatoire pour les juifs de plus de 6 ans. Et nous en avions presque 11. Quelques semaines plus tard, le commissaire de police de la rue de Bio, à qui mon père faisait des chaussures sur mesure, nous a appris un après-midi qu'une grande rafle aurait lieu le lendemain matin. Les parents avaient dans le même immeuble une petite pièce prêtée par des voisins dans laquelle on entreposait le cuir. C'est dans cette pièce que nous nous étions cachés. Mon père avait couru avant le couvre-feu prévenir la famille Beck. Mais soit qu'il n'y croyait pas réellement, soit qu'il ne savait pas où aller, ils restèrent chez eux. Des voisins plus tard ont raconté qu'ils avaient vu des policiers emmener toute la famille Beck. On les a menés au Veldiv. C'était le jeudi 16 juillet 1942 au matin. Pour Beck, il n'y a plus eu de rentrée des classes. Dans le mémorial de la déportation, j'ai appris qu'il était né le 22 mars 1931 à Krasnik en Pologne, qu'il était parti de Drancy le 14 août 1942 par le convoi 19 en direction d'Auschwitz, et que les enfants de ce convoi furent gazés dès leur arrivée. C'est en 1999 que fut publié mon deuxième livre. Il a pour titre Berg et Beck. C'est un roman, et j'ai tenu à ce que le nom de Beck soit gardé. Dans ce roman, Berg, une des enfants dont les parents étaient déportés, écrit à Beck. Il lui écrit, la lettre est datée de février 1952, qu'il n'est pas en mesure de lui donner des nouvelles du monde. Il lui dit qu'il a pris du retard, 10 ans, et il lui écrit, de toute façon, il faut que je continue de t'écrire, et c'est pas parce que tu ne répondras pas que l'histoire va devoir se passer de toi. En mars 1952, parlant de ces lettres, il lui écrit « Je crois que ces lettres sont faites pour être écrites, seulement pour être écrites, et pour garder intact nos 11 ans
puisque c'est l'âge que tu as gardé, toi, et qu'il y a peut-être que ça qui compte, et aussi pour me persuader que d'une certaine manière, tu es encore présent. Plus loin, c'est un café de la rue de Totocaille que Berg écrit à Beck. Je suis au café, mais qui m'attend ici? Je suis ici et j'écris. Oui, je continuerai à t'écrire, puisqu'il paraît que tu ne devis que parce que je suis encore vivant. À la fin du livre, c'est pour lui-même que Berg écrit. Beck n'a plus qu'un nom. Beck, maintenant, n'est plus que celui à qui j'écris. Il est celui à qui je n'arrive pas à écrire. C'est qu'on ne parle pas à un mort comme on parle à un vivant. Ces mots, ces lettres, qui se voulaient paroles de vie, à qui étaient-ils destinés? Et puisque j'écris et demeure avec ces lettres, écrire à Beck, n'est-ce pas en définitive écrire à moi-même? J'interroge la rue, mais je suis le seul à nous voir, et nous n'avons plus le même âge. Écrire à Beck, qui j'en ai maintenant la certitude, m'accompagnera jusqu'au bout. Je ne m'étais pas trompé en écrivant il y a 25 ans que Beck m'accompagnera jusqu'au bout. Et toi non plus lorsque j'ai écrit, ce n'est pas parce que tu ne répondras pas que l'histoire va devoir se passer de toi. L'histoire ne s'est pas passée dans les Beck. Il y a 2 ans, je lui ai écrit pour lui raconter ce qu'il s'est passé devant le 7 rue de Totocaille, le 25 janvier 1922. Cher Henri, j'ai quelque chose à te raconter, quelque chose qui s'est passé devant chez toi, quelque chose que dans mes dernières lettres, il m'avait été difficile d'imaginer. À l'initiative d'une personne qui maintenant habite dans l'immeuble, une plaque commémorative portant les noms de 7 personnes qui avaient été là avant d'être déportées a été posée sur le mur, à l'endroit même où se trouvait l'épicerie de tes parents. Avec le soutien de la mairie, une cérémonie était organisée pour cet hommage. Il y a eu des discours officiels et un écho. Plus de 150 personnes étaient venues, rassemblées devant chez toi, attentives et respectueuses. Elles étaient venues pour apprendre ce qui avait été commis là, ce 16 juillet 1942. Et la chorale du collège où nous avions été scolarisés a chanté le chant des marais, dans ce camp mort des sauvages, autour de 2 murs de fer. Après la cérémonie, un monsieur est venu vers moi. Il m'a dit son nom, qu'il était encore un bébé lorsque tu as été arrêté, et que tu étais son oncle. Il m'a dit encore, j'ai quelque chose pour vous, il m'a donné une photo. J'avais devant les yeux ton visage, que depuis 80 ans je n'avais pas revu. J'avais écrit, Beck n'a plus qu'un nom. Je venais de retrouver ton visage. Je vais vous parler d'un garçon qui s'appelait Serge Basse et que j'ai connu en colonie de vacances lorsqu'il avait 14 ans. Lorsqu'il eut l'âge de travailler, comme moi, assis derrière une machine à coudre, il a assemblé des vêtements. Ce métier, il l'avait appris avec son père dans l'atelier où, quand il était petit, sa mère et son père travaillaient. Il avait 5 ans lorsque sa mère a été déportée. Après avoir assemblé des vêtements, sont venus des dessins. Ces dessins représentaient des zèbres, ces animaux à rayures, et ces zèbres étaient poursuivis par des loups. Un jour, il a eu entre les mains un livre écrit en yiddish. Cette langue qu'il ne parlait pas, qu'il ne disait pas, qu'il ne savait pas écrire, il avait dessiné de la peindre. Il dessinait de l'écrit pour que quelque chose ne se perde pas. Signe qu'il faut faire survivre, que les feuilles soient pleines, qu'on n'y trouve pas de vide. Peinte, effacée, réécrite, grattée jusqu'à l'usure, à nouveau recouverte, yiddish sur yiddish, cachée afin de réapparaître encore, l'œuvre de Serge Basse raconte ce qui lui a été volé. Il avait écrit, quelquefois je pense que l'écriture est un peu le portrait de ma mère, cette manière de rendre compte de ma mère, de retrouver quelque chose, c'était l'écriture. Ma mère est dans un autre monde. C'est l'écriture qui me permet d'en parler. Ce yiddish sur yiddish que Serge s'est acharné à recopier avec obstination, mots illisibles, indicibles, des mots en quête de sépulture,
recouvert d'autres mots, eux-mêmes sans sépulture, mais ces mots sont là. Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été, a dit Vladimir Jankélévitch. On peut le dire aussi des mots que Serge a tracés. Ils ne peuvent plus désormais ne pas avoir été. Il faut que ce papier soit usé d'écriture, avait-il dit. À cette écriture, il a consacré les 15 dernières années de sa vie. Serge Basque est né à Paris en 1937 et mort le 19 octobre 2002. Un jour, ça devait être en 1949, le frère aîné d'un ami qui, comme moi, demeurait rue de l'Autocal, sachant que j'étais tailleur, me parle d'un de ses copains étudiants comme lui, mais pas tout à fait. Pas tout à fait parce qu'il avait préparé et réussi son bac tout seul. Et on dit aussi que les parents de cet ami ont été déportés et qu'étant à court d'argent, il fallait absolument trouver du travail. Et il me demande si je pouvais en parler à mon patron. J'en parle donc à mon patron, M. Grünschpan, mais sans trop y croire, parce que c'était un petit atelier. Et c'est à quoi ton copain m'a demandé M. Grünschpan. Il a son bac. La réponse était venue spontanément en toute innocence. C'est le regard étonné, déconcerté de mon patron, qui m'a fait vite comprendre que pour assembler les pièces d'un vêtement, il n'était pas nécessaire d'être titulaire d'un examen aussi prestigieux. Et à part ça, semblait aussi dire son regard, ses parents ont été déportés. Dis-lui de venir, a été sa réponse. Je savais qu'on venait dans un atelier pour apprendre un métier. Ce jour-là, j'ai appris que l'on pouvait aussi recevoir des leçons de vie. Cet ami avec qui j'avais dans cet atelier passé une saison entière, c'était André Schwarzbart. Je savais que sa situation derrière une machine à coudre était provisoire. En fin de journée, lorsque nous nous séparions, quand je le regardais s'éloigner, je pressentais pour lui je ne sais quel destin, devinant qu'il serait particulier. Et puis un soir, nous sommes en 1959, je suis devant mon écran de télévision, je regarde Lecture pour tous. André Schwarzbart est là avec Pierre Humaillet. Il venait d'écrire le dernier des justes qui allait obtenir le plus long cours. De tous les écrivains que j'ai reçus, à Lecture pour tous, la vie plus tard Pierre Humaillet, André est certainement celui qui m'a le plus impressionné. La lenteur qu'il mettait entre presque tous les mots était fascinante. On voit bien que tout en répondant aux questions, il cherchait à saisir une vérité ancienne. Il ajoutait qu'André avait dit « Mon livre est un petit caillou blanc que j'ai posé sur une tombe ». Je ne vais pas dire ici l'importance de ce livre, dire en quoi il était fondateur inaugural. D'autres l'ont fait et on continuera à le faire. Mais c'est ce soir-là, je crois, devant la télévision, que j'ai appris à écouter les silences. Ceux d'André Schwarzbart étaient impressionnants, comme s'il permettait au monde de ne pas s'égarer. Après avoir vécu quelques années en Suisse, André s'était retiré discrètement en Guadeloupe, d'où Simone, sa femme, était originaire. Lors de ce passage à Paris, il me téléphonait. « Je suis à Paris, disait-il. » Et le lendemain, il dînait à la maison, et Hélène, ma femme, ne manquait pas de lui faire un bouillon qu'accompagnait des paillars qui lui rappelaient ce que sa mère cuisinait à Metz où il avait passé son enfance. J'avais pour seule consigne de ne pas signaler sa présence à Paris. Un soir, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant du 13e arrondissement où il demeurait lorsqu'il était à Paris. Il nous plaisait généralement de marcher un peu après. Et là, venu dans une de ces conversations qu'il laisse on ne sait trop comment, désignant un coin d'herbe, André me dit qu'il pouvait mourir là, comme ça, et que ça n'aurait pas trop d'importance. C'était dit sans tristesse. Il n'y avait dans sa voix aucune trace de lassitude. C'était seulement, m'a-t-il semblé, la voix d'un homme qui avait accompli ce qu'il avait à accomplir. En 2002, j'avais été invité à rencontrer les élèves
d'un lycée de la petite ville de Charlieu, près de Roanne. Les élèves de seconde et de première m'avaient accueilli dans une salle où ils recouvert de dessins qu'ils s'étaient appliqués à faire, illustrant mon travail. J'avais été frappé par un de ces dessins, un cœur immense, d'un rouge éclatant, brisé dans son milieu, remplissait la feuille de papier. Une aiguille et du fil étaient également dessinés, et cette aiguille recousait avec soin ce cœur brisé. C'est un cœur juif, m'a dit timidement une fois près de moi. C'était l'auteur du dessin, une enfant d'une quinzaine d'années. Ce cœur, dessiné par cet enfant, me renvoyait à Tania. Pardon. Ce cœur, dessiné par cet enfant, me renvoyait à la dernière page du dernier des Justes. Là, André Schwarzbach, à bout de souffle, donne les noms des camps de concentration, et puis ces mots. Parfois, il est vrai, le cœur veut crever de chagrin. André Schwarzbach, né à Metz, le 23 mai 1928, est mort le 30 septembre 2006. Je vais terminer avec celui par lequel j'ai commencé et qui a dit qu'il fallait tout noter pour s'en souvenir plus tard. J'ai écrit ça dans un roman. Georges est un personnage de roman. Or, précisément, si ce roman existe, si tout ce que j'ai écrit existe, c'est parce que Georges Perec, un jour de 1980, alors que je venais de lui dire que j'avais l'idée d'une nouvelle, ne voulant pas savoir ce qu'elle racontait, m'a dit « Écris-la ». Croyant que c'était l'amitié qui parlait, ce n'est que 2 ans après sa mort que j'ai écrit cette nouvelle. Elle fait 6 pages. Elle raconte un peu de mon passé de tailleur. Et lorsque Paul Choukovski-Laurence m'a demandé la suite, tout naturellement, j'ai écrit « Je me suis fait plein de nouveaux camarades, il y en a un surtout, avec qui je m'entends bien, qui s'appelle Georges. » Oubliant que Quoi de neuf sur la gare était un roman, beaucoup de lecteurs ont cru que le Georges des lettres que j'ai lu tout à l'heure était Georges Perec. Ils ont eu raison de le croire, tout en ayant tort. Ce n'est qu'en 1975, chez des amis communs, que j'ai fait sa connaissance. C'était juste avant que j'aille en Pologne tourner réfugié provenant d'Allemagne, apatride d'origine polonaise. Voilà une demi-heure que vous m'écoutez. Une demi-heure durant laquelle j'aurais pu vous parler que de Georges Perec. Et cette demi-heure n'aurait pas suffi. Les souvenirs sont des moments de vie arrachés au vide, avait-il écrit dans W Missionnaire en France. Ces moments de vie passés avec lui, comment en parler? Je pourrais vous parler longuement de cette première soirée, au cours de laquelle il voulait absolument que je lui en dise plus sur mon projet de tournage en Pologne, alors que moi je voulais qu'on parle de W ou souvenirs d'enfance que je venais de lire. Je pourrais vous raconter qu'après la production du film, il était tombé dans mes bras en larmes et que de cette rencontre est né le projet de tourner ensemble les récits des Landes. Et puis parler de la photo faite à la mitzvah de mon fils Nicolas, sur laquelle on voit avec quelle attention il écoute l'accent yiddish de mon père, cet accent qu'on lui avait laissé le temps d'entendre. Et dire pourquoi il avait dédié l'album de Récits des Landes à la mémoire de Madame Kamer, cette femme que j'avais longuement interviewée en yiddish et qui m'avait dit « J'ai même oublié à quoi le yiddish ressemble ». Et vous dire encore comment et pourquoi une jeune femme avait traduit en yiddish le texte que Perec avait écrit pour les récits des Landes, après l'avoir entendu dire dans le film « Je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent ». Dans mon exemplaire de W, souvenir d'enfance, dont les pages commencent à se détacher, à chacune de lectures, je marque des temps d'arrêt. Celui-ci, page 59, que pour des raisons évidentes, je ne vais pas commenter. Je n'écris pas pour dire que je n'ai rien à dire. J'écris. J'écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j'étais un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps. J'écris
parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. Leur souvenir est mort à l'écriture. L'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. De ce livre, dont il faudrait tout retenir, il y a un autre moment que je vais vous lire, après vous avoir dit qu'il y a des textes que j'aime savoir et dire par cœur, mais pas celui-là. Pas celui-là parce que c'est la voix de Perrette que j'entends. Une voix dont j'ai gardé le souvenir. Moi, j'aurais aimé aider ma mère à débarrasser la table à la cuisine après le dîner. Sur la table, il y aurait eu une toile serrée, un petit carreau bleu. Au-dessus de la table, il y aurait eu une suspension avec un abat-jour presque en forme d'assiette, en porcelaine blanche autour des maillets, et un système de bouillie avec un contrepoids en forme de poire. Puis, je serais allé chercher mon cartable. J'aurais sorti mon livre, mes cahiers et mon plumier de bois. Je les aurais posés sur la table et j'aurais fait mes devoirs. C'est comme ça que ça se passait dans les livres de classe. Je dis, je vous remercie, mais je crois qu'il faut surtout remercier tout ce dont j'ai parlé. כנפי השכינות במערוס אוי קדושים הטהורים אוי קדושים הטהורים כזוהר יחזירים את נשמס אחינו ואחיותינו אנשים, נשים, ילדים ויונקים שנהרגו ושנשרתו ושנחנקו ושנקברו חיים במחנות השמדה
באושוויץ, בירקנו, חלמנו, ברזק, טרבלינקה, סוביבור, מיידנק, ובשאר מחנות השמדה וגטאות שנפלו על קידוש השם כולם קדושים וטהורים שנהרגו על ידי הגזרים הצוריים, הגרמנים הנאצים, יימח שמם וזכרם. אוי בגן עדן, אוי בגן עדן תהיה מנוחסון. לכן ברחמים יסתיר מסייסה כנפיו לעולמים. אוי ביצרון, אוי ביצרון, אוי ביצרון, ביצרון החיים את האיש מסון. אדוני ולחרסון וינוחו על משכבו בשלום ונאמר Amen. Éternel, toi qui tiens entre tes mains l'âme de tout vivant et le souffle de tout mortel, nous venons rappeler devant toi, aujourd'hui, à l'instar des saints et des purs et kedoshim utorim qui brillent et étincellent comme la lumière du firmament. Nos 6 millions d'âmes d'Israël ont déporté et exterminé pendant la Shoah hommes, femmes, enfants qui furent assassinés, ébouillés parce que juifs dans les camps de la mort. Par cette prière exprimée ensemble, par toute la communauté d'Israël et par tous nos frères et sœurs en humanité, pour l'élévation de leurs âmes. Ô Éternel, recouvre-les de tes ailes à jamais. Que leurs âmes soient protégées dans le faisceau de vie éternelle auprès des justes, des tzadikim et des tzadkaliot, et des chassidim et des chazaniot. Que l'Éternel soit leur héritage, que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais, et que leur mérite se pose en permanence sur chacun d'entre nous toutes et tous, sur nos enfants, nos petits-enfants, et toutes les générations qui suivront. Qu'il se pose aussi en permanence sur le peuple d'Israël, en Israël et en diaspora. Et enfin, que leur mérite se pose en permanence sur l'humanité tout entière. Ô terre, ne recouvre pas leur sang, que leur cri reste vivant en chacun de nous. Et nous disons Amen. Nous allons ensemble, tous et tout ensemble, prononcer le Kaddish qui, je le rappelle à chaque fois, n'est pas la prière des morts, c'est une sanctification de la vie. Et cette prière est prononcée par le peuple d'Israël, debout, vivant, en Israël et en diaspora, à l'unisson.
יסגדל ויסקדש שמי רבו. ועולמו דירו חירוסל וימליך מלכוסה. וחייכון ויומיכון וחיי בכל בית ישראל. בעגלו ובזמן קוראים ואמרו אמן. יהא שמי רבו והורך לעולם ולעולמי עולמיו. יסתובב וישתובב ויספוהר ויספומה ויסנסה ויסדר ויסלה ויסולר שמן לקודשו בריחו. לאלו ולאלו מכל יכוסו ושימוסו תושבי חוסו וניחמוסו דאמירון ועולמו ואמרו אמן. יהא שלמה רבו מן שמעיות וחיים טובים עולהו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה השלום במרומו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Merci le grand rabbin, monsieur le grand rabbin, papa, d'avoir avec fidélité évoqué de cette façon le souvenir de l'ensemble des morts que nous pleurons encore aujourd'hui.